Monsieur Stéphane Ngelengele, bonjour. Le plaisir est pour moi, Monsieur Moda, merci de me recevoir. L'actualité africaine aujourd'hui est chargée, on dirait surchargée. On parlera presque de l'automne africain, avec la prolifération et la succession de ces élections présidentielles. Dites-nous, le contexte électoral africain subit quoi aujourd'hui? Je suis très inquiet, Monsieur Moda, je suis véritablement inquiet parce que, à travers le continent, les nations sont, à vrai dire, à la croisée des chemins. Et il y a le risque qu'elles loupent le coche, il y a le risque qu'elles n'embrassent pas les transformations qui sont en train de se produire à l'échelle mondiale. Il y a le risque véritablement que, sous couvert d'élections, sous couvert de campagne électorale, sous couvert de, comédie démocratique. Vous dites comédie démocratique? Oui, j'aurai l'occasion d'y revenir. Si vous le voulez bien, on passe à côté de l'essentiel. Car l'essentiel, c'est le changement. L'essentiel, c'est pour nos nations, c'est pour les citoyens de nos pays, de pouvoir déterminer ce que sera véritablement l'entrée du continent africain dans le XXIe siècle. Nous avons la possibilité de reconduire des dynamiques qui ont cours depuis des siècles et continuer à errer, ou alors prendre à bras le corps les situations et véritablement changer. Monsieur Stéphane Ngelengele, dites-nous, la démocratie telle qu'on essaie de l'implanter chez nous, est-ce une imposture? Les processus démocratiques auxquels nous assistons, ça et là, ressemblent à bien des égards à de l'imposture. Pourquoi? D'abord, il faut savoir qui nous sommes. Il faut savoir ce que sont nos pays. Il faut savoir quelle position ils occupent sur l'échiquier géopolitique international. Il faut savoir quelle est la nature des intérêts qu'ils portent, des intérêts de leurs élites et des relations de ces élites particulières avec les élites mondiales. Nos pays sont des États de la périphérie. C'est-à-dire? De la périphérie par rapport à des centres complexes. On parle de polycentres, on parle de plusieurs centres, mais des centres organisés pour perpétuer une certaine forme de domination. On n'a pas besoin d'être marxiste pour le soutenir. Il suffit de regarder l'ordre du monde, la trajectoire coloniale et décoloniale, puis néocoloniale, pour se rendre compte que nos États sont des périphéries par rapport à des centres qui ont intérêt à ce que la situation se perpétue. Si on vous écoute très bien, monsieur Stéphane Ngelengele, en réalité, le système qu'on nous a laissé après les indépendances, c'est fait pour nous maintenir dans une relative dépendance. Centre et périphérie. Nos États sont des périphéries par rapport à des centres qui ont intérêt, par un certain nombre de mécanismes, à maintenir la situation de dominance. Premier élément. Deuxième élément, nos États, issus du processus de décolonisation, n'ont pas de capacité, ce ne sont même pas des États. Ce ne sont même pas des États capables de construire des politiques publiques. Ce ne sont même pas des États capables de réaliser la transformation qui est au cœur du projet des indépendances. Et soyons clairs, beaucoup au centre ont intérêt à ce que la situation de la périphérie demeure ce qu'elle est. Et l'enjeu aujourd'hui, pour ne pas véritablement parler de farce, c'est d'être au niveau des enjeux. Et quels sont-ils? L'enjeu, le premier, c'est d'être en capacité d'affirmer l'autonomie du centre, d'affirmer la possibilité pour nos États d'exister comme de véritables États, capables de conduire des politiques publiques, capables de conduire un chemin de transformation, capables d'innover, capables d'aborder, d'embrasser à bras le corps les besoins des populations. Tel est l'enjeu du changement, tel est pour nous l'enjeu de l'avenir. Il faut véritablement que les acteurs mobilisés par les dynamiques électorales soient au niveau des véritables enjeux. Aujourd'hui,
on parle de reconstruction, de refondation de nos États. On parle de gouvernance, de bonne gouvernance. Quel impact ces éléments peuvent avoir dans la construction et la gestion de nos États? La gouvernance est au cœur de la transformation des États. Ça et là, à travers le continent, les candidats aux élections portent souvent l'idée de transformation structurelle. Transformation structurelle des États, transformation structurelle des économies. Mais il ne peut pas y avoir de transformation structurelle sans gouvernance, sans bonne gouvernance. Regardez les classifications des différents États au titre des indices de la gouvernance, indice Mo Ibrahim. Regardez les classements proposés par la Banque mondiale pour évaluer les compétences des uns et des autres. On n'y est pas. Et ces évaluations, est-ce qu'elles sont véritablement fiables ou n'est-ce pas un autre moyen, on va dire, de mettre ces États sous pression? Elles sont fiables parce qu'elles sont généralement issues de données que nos États apportent à des systèmes statistiques globaux auxquels ils ont adhéré. C'est le cas des indices statistiques de la Banque mondiale qui permettent donc d'évaluer leur performance et donc de déterminer leur trajectoire. La gouvernance est la clé. La gouvernance est centrale. Sans réforme de la gouvernance, on n'adressera pas le souci de la corruption, qui est l'essentiel du mal qui mine nos États. Et d'ailleurs, parlant de corruption, c'est un sujet que vous avez traité dans un de vos derniers recueils, dont le titre est une analyse croisée entre le Sénégal et le Cameroun. Ça portait sur quoi? Absolument. Il s'agissait d'opérer une analyse comparée des stratégies de lutte contre la corruption dans ces deux États. Deux États qui se ressemblent par leur trajectoire historique, leur trajectoire de construction historique, l'arrimage à la France, le fait d'avoir épousé comme ça une orientation extrêmement jacobine de l'État, des relents néo-patrimonialistes dans les administrations, façon de dire que lorsqu'on est titulaire du poste, on est également propriétaire des avantages qui vont avec, et donc une tendance à vouloir s'approprier, capturer, embrasser les avantages qui en découlent. Le tout dans le cadre d'État extrêmement faible, on parlait tout à l'heure, dépourvu de capacités permettant de construire de véritables politiques publiques. Et donc l'enjeu était de voir comment le Sénégal, d'une part, et le Cameroun, d'autre part, essaient de moderniser leur processus de lutte contre la corruption, leurs appareils de lutte contre la corruption, dans une analyse comparative, mais également dans une analyse prospective. On est loin. On est très très loin du compte dans les deux cas. Vous voyez ce que ça donne au seuil de l'arrivée du nouveau régime au Sénégal, où on a pu mettre en évidence de graves manquements à la gouvernance et à la loi sur l'éthique des finances publiques. On en est très loin au Cameroun. Et d'ailleurs, pour parler de ça, actuellement on rentre dans une phase électorale pour plusieurs pays. On peut citer le cas du Cameroun, on peut citer la Côte d'Ivoire, il y a également la RCA, le Bénin bientôt. Monsieur Stéphane Nguélingélé, dites-nous, est-ce que ces élections qui arrivent auront vocation à changer des choses dans le fond, ou n'est-ce juste pas de l'habillage pour permettre aux gens qui sont là de rester éternellement au pouvoir et de jouer le jeu des puissances coloniales? Il y a un élément commun à toutes ces situations, à tous ces processus électoraux, c'est qu'ils ont vocation à être de véritables référendums. Non pas pour plébisciter un homme ou un autre, non pas pour dire oui à l'un et non à l'autre, mais plutôt pour dire oui au changement ou non au changement. L'enjeu véritable dans toutes ces situations, qu'il s'agisse de la Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse du Bénin bientôt, au Cameroun, la République centrafricaine, c'est la capacité qu'auront les électeurs dans ces situations et les élites et les candidats à inspirer les électeurs à décider un véritable changement, une véritable transformation historique permettant enfin de réaliser le réveil auquel tout le monde espère, réaliser la transformation qui permettra de tourner le dos à l'histoire décoloniale qui n'est pas terminée. Mais le changement que vous évoquez, est-ce que c'est le changement des hommes qui dirigent ou alors le changement est un reformatage, on va dire, des pensées, de manière d'être? Le changement ne concerne pas que les gens au régime, ça concerne également la manière dont les citoyens peuvent penser leur quotidien. Il faut un changement de système.
changer de personne ne suffira pas à rehausser nos États au niveau de ce qu'ils ont vocation à être. Il faut créer les conditions de véritable transformation structurelle. Ça passe par quoi? Par exemple, ça passe par, le changement de nos administrations. Expliquez-nous. Nous avons besoin d'administrations publiques véritablement capables de porter un projet développementaliste, capables de catalyser les énergies, capables de dynamiser les forces, capables d'inspirer le changement, capables surtout de donner confiance, de rassurer les investisseurs, et non pas des administrations assises sur leurs privilèges, captant les privilèges, dormant sur les situations acquises, entretenant des rentes, renouvelant des situations de corruption. Premier point, premier exemple. Il faut également que nos États soient au rendez-vous de la technologie. Il faut que nos États soient capables d'embrasser la révolution de l'intelligence artificielle et du quantum. On en est là, par ailleurs. On en est là, ça et là. 65% de la population âgée de 20 ans et moins regarde à cela. Regarde à l'intelligence artificielle. Regarde à un univers où la technologie sera un levier de la transformation. Tant de choses qui méritent de nous mettre à niveau pour véritablement changer. Et nous avons l'occasion de le faire. Les électeurs, ça et là, ont l'occasion de dire qu'ils veulent que ça change et que ça aille dans cette direction. Parlant d'électeurs, est-ce que vous pensez véritablement que dans nos États, l'électeur fait le choix qu'il aimerait faire? Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce que l'électeur est suffisamment informé et a la capacité de choisir qu'il veut? Nous sommes entrés depuis la fin des années 2010 dans une nouvelle ère. À la faveur de la révolution d'Internet, la révolution des réseaux sociaux, l'entrée dans un monde ouvert où l'information circule. L'électeur africain, où qu'il soit, est capable de faire un choix. Il faut lui faire confiance. Il faudrait simplement que le discours que le candidat lui porte soit au niveau des enjeux. D'ailleurs, parlant d'enjeux, c'est là le problème. Est-ce que les gens saisissent véritablement avec les enjeux? On peut prendre un exemple au Cameroun aujourd'hui, avec une élection qui arrive dans une quinzaine de jours. Dites-nous. D'aucuns parlent, d'aucuns souhaitent le changement, certains évoquent la rupture, d'autres l'alternance. Vous regardez l'actualité camerounaise. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le changement, la rupture ou l'alternance? Dans l'urgence, bien sûr. Écoutez, il y a quelques semaines, dans le cadre de travaux de recherche auxquels je me suis livré, j'ai analysé la trajectoire du PIB, du produit intérieur brut, en fonction des différents programmes. Ce qui permet de voir, par exemple, la projection du produit intérieur brut si l'on appliquait le programme de M. Chiroma, le produit intérieur, la croissance du produit intérieur brut si on appliquait le programme de M. Bello Bouba Maïgari, celui de M. Joshua Oshi ou de tout autre candidat. Le statu quo, 3% de croissance, 4% à horizon 2030 est le pire scénario, en tout cas de mon point de vue, celui qu'il faudrait éviter. Mais encore, faudrait-il armer les électeurs, leur donner les moyens de comprendre, d'analyser, et donc de lire ce que les uns et les autres proposent derrière ces projections économiques. D'ailleurs, parlant de programmes, dites-nous, M. Stéphane Nguélé, est-ce que ces programmes ne sont juste pas des artefacts? Parce que quand même, est-ce qu'aujourd'hui, un homme politique, en Afrique, au Cameroun notamment, a la possibilité de faire un programme et de le respecter quand on sait que ce programme, pour qu'il soit respecté, est tributaire de réalités économiques dont parfois il ne maîtrise pas les enjeux, ne serait-ce qu'au niveau de sa monnaie? Absolument, ne serait-ce que ce que j'appelle la cage de fer de nos accords avec le Fonds monétaire international, qui structure de manière durable tout ce qui peut être envisagé et tout ce qui peut être fait. Je dirais, pour reprendre le discours porté par certains aînés, je pense par exemple à Calixte Béala, que j'aime beaucoup, l'enjeu n'est pas là. Quel est-il l'enjeu? L'enjeu n'est plus là. L'enjeu, c'est de changer. L'enjeu,
c'est de dire on a envie de respirer. L'enjeu, c'est de dire qu'on a besoin d'air. L'enjeu, c'est de dire que le Cameroun veut respirer, que les Camerounais ont besoin d'oxygène. L'enjeu, c'est de dire ouf, il faut que ça change. Et après, reconstruire. Je crois que c'est là le programme de certains de nos candidats. Parlant de ça, évidemment, est-ce qu'un parallèle peut être fait entre ce qui se prépare au Cameroun et ce qui se prépare, ce qu'on vit également en Côte d'Ivoire? Parce que dans un cas comme dans l'autre, on voit très bien que l'élaboration des listes des candidats est à géométrie variable. On élimine ce qu'on veut, on garde ce qu'on veut également. Écoutez, dans nos pays, nous faisons du management de la dépendance. C'est-à-dire que ceux qui ont la place, ceux qui occupent les positions de pouvoir, eh bien, sont là pour entretenir notre dépendance par rapport au centre, par rapport aux États du centre. Manager la dépendance pour que rien ne change. Certains qui aspirent à la place rêvent d'une alternance aussi pour participer au management de cette dépendance-là. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'en sortir. L'enjeu, c'est d'écouter ces millions de jeunes Africains, toute capitale confondue, de Dakar à Johannesburg, du Caire à Rabat, de Yaoundé à Abidjan, et qui nous disent il faut que ça change. Il faut que nous puissions avoir notre part dans tant de richesses que nous produisons. Il faut que notre horizon ne soit pas réduit à crever ici, pardonnez-moi l'expression, ou à crever en Méditerranée, ce qui est devenu l'autre cimetière de la jeunesse africaine. Il faut que l'on entende tant de voix, tant de jeunes qui aspirent au changement, qui aspirent à autre chose. Il faut que l'on se souvienne que ce jeune enfant qui est né hier en Gulmenduka, au Cameroun, et qui un jour, aujourd'hui, un jour de 2025, aura un jour 18 ans, quel pays est-ce qu'on lui construit aujourd'hui et dans lequel il vivra lorsqu'il aura 18 ans? Voilà les enjeux. Ça commence par vouloir changer. Vouloir dire, allez, assez de systèmes qui n'ont pas fait leur preuve, qui ont essayé. Je suis de ceux qui font crédit à ceux qui détiennent le pouvoir, parce qu'exercer le pouvoir est une tâche difficile, nous le savons. Mais je suis de ceux qui disent aussi que l'alternance est de l'essence de la démocratie. Et je rajoute qu'avant l'alternance, il faut là faire un vote qui signifie un changement d'orientation, qui signifie l'expression de la volonté de changer véritablement, d'ouvrir grande la fenêtre. Je me rappelle l'image fantastique de Calixte Beyala que je regardais encore hier, qui disait « On a besoin de respirer, on a besoin de vivre autre chose, on a besoin d'oxygène, on a besoin d'oxygène. »